machine à parier les pièces du puzzle une par une pour s'assurer que chaque pièce a son homologue sans excès ni défaut. Alors après, il y a la phase des résultats, et j'associe toujours les enfants à l'analyse, et ces jeunes enfants qui sont totalement associés au processus, à qui j'explique tout, qui entendent les choses. Je le dis avec des mots simples, et eux expriment leur attention à leur manière, mais ils sont attentifs. Et je leur demande de regarder la ligne de base et de voir s'il y a des points au-dessus ou des points au-dessous. Un point au-dessous, ça veut dire une délétion, un point au-dessus, ça veut dire une multiplication. Et bien tous comprennent que ici, sur la ligne de base, il y a un point au-dessous, c'est une délétion 4P. Ici, il y a un ligne au-dessus, il y a un point au-dessus de la ligne, c'est une duplication 1Q. Et donc, on voit très facilement par l'analyse de ces résultats des délétions et des duplications. Et encore une fois, j'associe le jeune pour les résultats à la restitution de ce derrière, et je lui montre, c'est un petit jeu entre nous, on lui montre ce qu'il veut. Alors, je vous ai parlé de l'articuleur métabolique, des tests génétiques, de la caractéristique moléculaire. Je vais en arriver maintenant rapidement à l'imagerie cérébrale. C'est vraiment extrêmement intéressant de voir ce que l'IRM, l'imagerie, là encore, Nicolas en a parlé tout à l'heure, quand il a parlé de l'eye tracking, et des travaux de Lucas Vinicius et Nathalie Goda. Beaucoup de ces enfants n'ont jamais eu d'imagerie cérébrale. Et je me souviens, il n'y a pas si longtemps, de neuropédiatres éminents, seniors, qui disaient ça ne sert à rien de faire des IRM à ces enfants, on ne trouve jamais rien. J'ai entendu ça. Ne faites pas. Inutile de faire des IRM, on ne trouve jamais rien. C'est sûr que si on n'en fait pas, on ne trouvera rien. Ça, c'est sûr. Et c'est sûr que c'est difficile de faire une IRM à un enfant autiste. C'est une épreuve terrible. Donc on a eu deux stratégies. La première, c'est de faire des fake IRM. On a fait organiser dans cette zone de jour des petits tunnels. Donc c'était un jeu de rester immobile dans un tunnel en carton pendant quelques minutes. Donc certains enfants autistes ont pu subir sans sédation des IRM. Deuxièmement, les IRM sont possibles, un suppositoire, au-dessous de 25 kg. Jusqu'à 25 kg de poids, un suppositoire, un enfant dort, il se réveille à 40. Le problème, c'est les enfants qui ne peuvent pas rester calmes, qui font plus de 25 kg. Alors là, on a recruté un anesthésiste à la retraite, aussi des seniors chez nous, et il fait une technique qui est très légère, on fait de la sédation, et en quelques minutes, je ne sais pas les CGRA, c'est juste une sédation qui permet de faire dormir le jeune pendant le temps de l'examen. Donc ça dure 20 minutes, il arrive sur ses pieds, il repart sur ses pieds, il devient et on a enfin une bonne image. Et c'est très intéressant parce qu'on a trouvé 50% d'anomalies à l'IRM de ces enfants. 50%. C'est la totalité de la statistique sur 150 IRM fait pour les sanitaires. Ça nous surprend qu'à moitié, je vais vous montrer ces résultats, parce que lorsqu'il y a eu des études anatomiques faites sur des cerveaux d'enfants autistes, on a trouvé des anomalies. On en parlera tout à l'heure, mais il y a des anomalies, c'est pas détaillé, mais il y a dans la littérature, il y a eu plein de neuroanatomies qui ne laissent pas aucun doute sur l'existence, sur la réalité de l'anomalies de fond cérébral chez ces enfants. Alors, c'est intéressant de regarder l'IRM parce qu'on ne coupe pas le cerveau des enfants en tranches, et c'est un examen qui est simple aujourd'hui, qui est très réputé. Et on trouve en gros trois grands types d'anomalies à IRM des enfants autistes. Trois. Le premier concerne le lobe temporal supérieur. Nicolas, il a fait une chose. Le deuxième, c'est la substance blanche. Le troisième, moins intéressant, c'est les histoires de Virchow. Je vais me concentrer sur les deux premiers. Mais en citant d'abord, parce que j'ai peur d'oublier, Sidney Brenner, un grand biologiste moléculaire, qui disait, je reviendrai là-dessus, parce que c'est une question épistémologique très importante dans l'autisme, vraiment très importante, c'est que la science ne précède pas les technologies, c'est l'inverse. La science procède de l'essor des technologies. Et au fond, le vide de représentation scientifique autour de l'innovation et du développement, c'est simplement lié au manque d'outils non invasifs qui ont été les nôtres pendant les générations qui ont précédé.
lorsqu'on est tributaire, qu'il s'agisse de domaines ou d'autres domaines, on est tributaire des technologies. Tout à l'heure, je vous parlais de ces concepts de génome en génie. On est tributaire de ça. Donc on n'a pas ces outils. Comment voulez-vous explorer? Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la science ne précède pas la technologie, c'est l'inverse. La technologie précède les sciences et rend possible l'essor des connaissances dès lors qu'on a des outils. Exemple, l'IRM qui montre effectivement des anomalies de différenciation de la contemporaine. Tout à l'heure, Nicolas a bien parlé de l'anomalie de la cognition sociale. On a parlé de des sciences sociales. Il y a une réalité anatomique derrière cela. C'est un aspect biotique dédifférencié de l'hippocampe, de la contemporaine, qui n'est pas la cause, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la cause de l'autisme, mais c'est une des conséquences de causes multiples, mais qui concourent toutes à une anomalie de la cognition sociale, dont l'image IRM est la traduction. C'est comme tout à l'heure, l'exemple de cheval et l'image du cheval. C'est un cheval. Donc ça, c'est pas l'autisme, c'est l'image de l'autisme. Il avait raison, Joseph. Hein. Donc c'est pas l'autisme, c'est le reflet de l'autisme. Je prends l'exemple de... Alors là, il y a eu aussi quelque chose d'extraordinaire. Enfin, moi, j'ai eu le privilège dans ma génération de voir les technologies enrichir la sémiologie et la recherche clinique dans ce domaine, comme dans d'autres. Il y a des techniques nouvelles qui sont apparues qui permettent de faire de l'artériographie sans injection. L'artériographie, c'est l'étude des vaisseaux. Et jadis, les plus anciens d'entre les médecins ici savent que ça s'appelait une artério, qu'il fallait faire une piqûre, c'est une anesthésie générale, on allait injecter du liquide au contraste dans les artères, on fait une radio de la tête, une artério. Aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent de faire l'imagerie des vaisseaux sans injection. Ça s'appelle Acute Spin Labeling, ASL, qui permet de faire une étude du débit sanguin dans toutes les régions du cerveau sans injection. Peu importe les techniques, c'est une technique d'imagerie liée à la théorie des dipôles, peu importe, mais ils arrivent à faire des débits sanguins chiffrés, hein, objectivés et chiffrés, sans injection. Et c'est ainsi qu'ils ont pu montrer, vos collègues de l'UNICA, dans les travaux déjà anciens, mais qui ont été très importants dans le domaine, qu'il y a effectivement derrière cette biose temporale une hypoperfusion du sillon temporal supérieur, dont parlait tout à l'heure Nicolas, à propos des anomalies de la cognition sociale. Donc il y a des stigmates anatomiques et fonctionnels qui reflètent les anomalies de la cognition sociale dont il a parlé. Donc là, voilà des spécialités qui se parlent, qui échangent, et aussi qui sont susceptibles d'innovation. Là encore, il a dit un mot tout à l'heure de eye tracking, vous connaissez tous, mais l'IRM est plus seulement un outil d'exploration, ça va devenir bientôt un outil d'intervention thérapeutique. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais on peut, grâce à l'IRM, faire de la stimulation magnétique transcrânienne, encore appelée TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Et quand on dépolarise un sillon temporaire supérieur d'un sujet normal, on modifie l'eye tracking en direction d'un profil de type autistique. Donc quand vous modifiez le débit sanguin cérébral par TMS, et vous réduisez le débit sanguin cérébral par TMS, l'eye tracking normal de vous et moi devient l'eye tracking d'un enfant autiste. Je vous livre ces informations, elles sont publiées, donc ce n'est pas un scoop, vous les connaissez, en tout cas elles sont publiées. Donc on peut transformer par simple réduction du débit sanguin dans la corde. On peut transformer l'eye tracking d'un sujet normal en eye tracking d'un sujet autiste. Et ce qui est en train d'être fait, c'est naturellement l'inverse chez l'adulte, c'est modifier le débit sanguin de ces sujets autistes dans le but de regarder, de monitorer l'eye tracking dans les heures qui suivent la TMS. Donc cette TMS, c'est empirique, mais c'est devenu non seulement un outil de diagnostic, mais aussi actionnable, comme disent les Anglais, parce qu'on peut éventuellement intervenir dessus. C'est bien la preuve que cette anomalie du sillon temporal supérieur n'est pas la cause, c'est une conséquence de causes multiples sur lesquelles on va maintenant. Alors, il y a aussi des atteintes de la substance blanche qui sont trouvées dans 25% des cas, qui pour moi sont extrêmement importantes.
parce que ces atteintes de la substance blanche de type vascularite ressemblent à ce que l'on voit dans certaines maladies dysimmunes et auto-immunes. Donc, ça fait le lit aussi d'une autre piste physiopathologique qui pourrait être celle de la dysimmunité dans certains symptômes. Donc c'est très intéressant quand on voit des enfants comme ça, parce que les enfants qui ont des anomalies signales de type dysime, surtout lorsqu'il y a une régression rapide, une cinétique un peu inhabituelle, une régression très rapide, tous ces arguments font que l'hypothèse dysimmune devient plausible, et ces enfants ont étudié avec un protocole très particulier avec des collègues immunologistes. Donc vous voyez combien l'histoire naturelle de la régression rapide, l'imagerie, peut guider la recherche ultérieure, ici, dans cette espèce, en direction d'une exploration dans le sens de l'anomalie immunologique. Alors, il y a aussi des surprises spectaculaires quand on fait enfin l'IRM ou spectro-RNN. Vous savez que certaines substances chimiques dans le cerveau émettent un signal en réponse à une dépolarisation magnétique. Et il y a normalement, dans un enfant normal, il y a 3 pics à la spectro-RNN, choline, N-acétylaspartate et créatine. Et le pic du milieu, c'est la créatine, entre choline et N-acétylaspartate. Et vous voyez très bien que le contrôle est à droite ici, et ici, vous voyez bien qu'il manque complètement un pic. Voilà un enfant parmi 12 chez qui on a trouvé, autiste, syndromique, avec épilepsie et dystonie, et retard. Alors, je ne dis pas que c'est des autistes de haut niveau, par exemple, des enfants qui sont déficitaires et syndromiques. On a trouvé chez ces enfants des déficits de synthèse de la créatine, qui n'ont pas été capables de synthétiser la créatine dans le cerveau. C'est très important. Il y a 3 étiologies là-dedans, et 2 sont curables. Il suffit à ce moment-là de donner la créatine par voie orale pour améliorer considérablement l'état clinique du enfant. Donc je ne suis pas en train de vous dire que je suis en train de sauver tous les gosses, mais seulement que parmi ces enfants, ces autistes syndromiques, il y a un certain nombre d'enfants qui ont des déficits de synthèse de la créatine qu'on peut dépister et traiter. Donc c'est pas la majorité, on en a vu des cas, c'est pas énorme, mais c'est important de savoir qu'il y a un certain nombre de cas qui sont vraiment actionnels. Alors, je finis la première étape, le premier temps d'exploration, celle qui est standard, en vous disant qu'au fond, on a trouvé une explication organique à un syndrome autistique dans 20-25% des cas, dans la première cohorte de 400 gosses. Et il s'agit essentiellement de formes syndromiques et déficitaires. Donc, là encore, ce que disait Nicolas est tout à fait exact, il ne faut pas considérer tous les autistes à la même enseigne, tous les enfants tels à la même enseigne. Ceux qui ont un autisme syndromique et déficitaire, ils sont plus à envoyer à un pédiatre ou un pédiatre généticien ou un neuropédiatre que les autres. Il a raison. Donc, lorsque dans l'anamnèse, vous avez un enfant autiste de haut niveau, scolarisé, on en a parlé tout à l'heure, la chance pour moi de trouver une explication dans la première ligne est faible. Par contre, lorsque vous avez un enfant syndromique et déficitaire, surtout s'il y a quelque chose d'autre associé, vous avez pris l'exemple tout à l'heure, mais il y en a des très grands nombres. Lorsque vous avez un syndrome autistique déficitaire avec quoi que ce soit d'autre, une évolution rapidement régressive, ou par accès, ou fluctuante, pour nous, c'est une indication externe. En revanche, un enfant non syndromique, non déficitaire, magnifique enfant de haut niveau, comme ceux dont on parlait tout à l'heure, cela, pour le moment, le crible clinique est inopérant. Tout à fait. Alors, cette première ligne d'exploration, c'est important parce que c'est un préalable à l'étape ultérieure. Je vous ai présenté tout à l'heure l'Institut Imagine. Ce que je vous raconte aujourd'hui est un prototype en France, parce que peu de centres font ce que je vais vous raconter maintenant, mais mon seul pouvoir, c'est celui de l'exemplarité, et de montrer que si on donne la peine d'explorer ces enfants, on peut arriver à plus de résultats que si on ne se donne pas la peine de les explorer. Donc la deuxième ligne d'exploration, c'est la possibilité qui a été donnée aux patients de consultation de bénéficier du séquençage génomique en clinique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire du séquençage
soit de l'exome, l'ensemble des gènes, soit de certains gènes transmis. C'est très intéressant parce que, en fait, quand on regarde les statistiques de l'Institut, on s'aperçoit qu'il y a autant de reséquençage de gènes connus que de séquençage de gènes inconnus, parce que la part qui incombe à l'activité hospitalière est devenue croissante au fil des années. On fait de plus en plus de séquençage par panel. Et je voudrais vous expliquer ce que c'est que cette deuxième ligne d'exploration, parce qu'elle est très importante pour que, éventuellement, vous demandiez à vos généticiens, qui prennent des photos avec leur téléphone portable, de faire aussi cela. L'idée, c'est de tester les enfants dont le bilan de première ligne est négatif pour les gènes connus et publiés de syndrome autistique. Il y en a 450. Il y a 450 gènes connus et publiés pour donner un du développement isolé au cerveau. Le problème, c'est que quand on s'adresse à un ministre ou à une ministre, pour vous demander des financements pour cela, on nous explique qu'on va utiliser l'argent de la santé pour faire la recherche. Et tout mon travail des dernières années, ça a été de convaincre les tutelles que ce n'était pas de la recherche, mais bien du soin, du diagnostic, et qui serait bientôt une obligation de moyens opposable. Quand on dit ça à un ministre, elle comprend très bien ce que ça veut dire, elle, parce que c'est chaud, elle sait très bien que si on n'implémente pas l'obligation de moyens opposable, on va être poursuivi en tant que ministre, sans contaminer, tout le bazar. Donc elle a très bien compris le message. On a obtenu des tutelles que soient reséquencés les gènes connus et publiés en tant que c'est une obligation de moyens. À partir du moment où le bilan de première ligne est négatif, il faut faire une recherche de deuxième ligne, des gènes connus et publiés, il y en a 450, chaque nucléotide, chaque gène est reséquencé 200 fois, donc il y a une profondeur extraordinaire, une qualité du séquençage qui est remarquable, et par parenthèse, la possibilité inédite de trouver des phénomènes de mosaïque, dont j'ai malheureusement pas le temps de parler aujourd'hui, mais le mosaïcisme en psychiatrie est un problème qui est très important, parce que parfois les mutations ne sont pas homogènes, elles sont mosaïques. Ça coûte 1000 € à la société. Alors voilà peut-être la plus importante de cette deuxième ligne d'exploration, c'est que quand on se donne la peine d'explorer ces enfants, on a une dizaine de gènes qui ressortent vraiment avec une fréquence plus importante. Je les ai mis là en petits caractères, pour les noter ou ne pas les noter, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de dire qu'ici, il y a un petit nombre de gènes qui sont fréquemment impliqués. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est la proportion importante de mutations de novo. C'est-à-dire que c'est des accidents génétiques dont les parents ne sont pas eux-mêmes porteurs ou porteurs. Donc quand vous dites à des parents, oui, il y a une anomalie génétique, c'est accidentel, c'est pas de votre faute, parenthèse, vous pouvez avoir d'autres enfants en toute sécurité, je vous assure, c'est jamais une stigmatisation, c'est jamais une mauvaise nouvelle, c'est toujours une délivrance. Donc l'impact, c'est aussi de donner des réponses à des questions que les parents se posent, en évitant soigneusement d'adresser des questions qui ne se posent pas. Parce que l'autre stratégie qui est pratiquée par certains, c'est de faire de l'exome, c'est de tous les gènes, avec les risques de tomber sur des variants de signification inconnue ou des muteurs fortuits. Là, ici, il s'agit seulement de reséquencer les gènes connus et publiés de syndrome autistique. Et l'efficience, quand on fait le standard plus cette étude avancée, c'est qu'on est à peu près à 40% de diagnostic de syndrome autistique dans la cohorte. Là encore, dans la cohorte de jour, il ne s'agit pas d'une cohorte hospitalière de première ligne, mais d'hôpitaux de jour. Dans la dernière partie de mon topo, j'ai encore combien de temps, Véronique? 10 minutes 10. Donc je voudrais finir par quelques exemples, je vais peut-être en sauter, parce que une fois que vous avez compris le concept, c'est pas la peine de répéter les exemples. Mais là encore, c'est l'éloge de la pluridisciplinarité. Nous autres généticiens, avec nos collègues pédopsychiatres, on a trouvé des mutations dans des gènes. Mais c'est très difficile d'explorer ces gènes, montrer l'imputabilité des mutations. Parce qu'on est dans le cerveau humain, on n'est pas des immunologistes. On n'est pas capable de prendre un tube de sang et de faire une étude sur un lymphocyte in vitro. Ce n'est pas possible. Donc on doit effectivement trouver des stratagèmes pour étudier l'impact de ces mutations, et on le fait chez l'animal. Quand on fait des clusters de gènes, quand on regarde quels sont les gènes qui donnent ces syndromes autistiques identifiés, on s'aperçoit qu'il y a des nébuleuses qui font du sens, comme ça a été dit tout à l'heure. Ça tourne autour de la neurogénèse, de l'axonogénèse, de la synaptogénèse
et la transmission du signal. C'est des paquets qui ont été cités tout à l'heure d'anomalies génétiques impliquées dans des pathways tout à fait clairs du développement cérébral. Alors effectivement, sur le développement cérébral, le cerveau de ces enfants autistes, il a traversé différentes étapes. D'abord une prolifération cellulaire, puis une migration cellulaire, puis une croissance et une synaptogénèse. Parce que vous savez que les neurones partent d'une zone germinative qui est autour des ventricules, et puis ils vont proliférer, puis migrer, puis faire des synapses. Et tout cela, on ne peut pas l'étudier chez l'enfant. On ne peut pas lui couper le cerveau en tranches pour étudier tout cela. Donc, on s'est enrichi, ça a été extraordinaire, de la collaboration des neurosciences expérimentales qui travaillent sur des modèles de type souris, ou zébrafiche, et qui ont mimé, par des souris transgéniques, les mutations identifiées chez les enfants. C'est ça qui a été vraiment formidable. Encore éloge de la pluridisciplinarité, ça a été de recruter dans ces recherches des gens qui sont des neurobiologistes, qui ont apporté leur contribution, si vous voulez, à cette effort de connaissance, et donc introduire dans des modèles de souris les mutations qu'on avait identifiées chez les enfants et finalement récapituler le phénomène normal et le phénomène pathologique. Donc je vais aller très vite parce que les gens s'en vont, donc c'est qu'ils sont bêtes. Donc je vais très vite. Ce qu'on a appris surtout, c'est que ces gènes qui ont été identifiés n'ont pas qu'un seul impact cellulaire, ils en ont plusieurs. Ces gènes mutés, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont impliqués dans la prolifération cellulaire, dans la neurogénèse, dans la migration, dans la synaptogénèse. Donc c'est des gènes qui sont pas one shot, mais qui vont intervenir plusieurs fois, à plusieurs moments du développement, et selon la gravité, la sévérité de la mutation, on aura des impacts extrêmement différents, et donc des mécanismes physiopathologiques extrêmement différents. Je vais peut-être prendre un ou deux exemples, et puis je sauterai les autres parce que ce n'est pas très intéressant de les répéter. C'est juste que je voudrais que vous compreniez comment ça s'est passé. Prenez l'exemple de l'X fragile. L'X fragile, c'est quand même une cause importante. Le gène a été identifié par des généticiens et évidemment, il s'est agi ensuite d'étudier les conséquences des mutations de l'X fragile. Et ça, on n'a pas pu le faire chez les enfants. Donc on a introduit ces mutations dans les modèles de souris et on a étudié sur les souris, les embryons de souris et les fœtus, ce qui se passait avec la croissance neuronale. Donc on s'est aperçu qu'effectivement, il y a un retard de la migration neuronale chez les souris FRAX, avec un délai de positionnement des neurones, même si plus tard, finalement, les neurones arrivent à bon port. Donc au fond, le X fragile, c'est un retard à un mécanisme qui finit par se faire. Et donc c'est très intéressant d'avoir vu que ces modèles murins ont pu éclairer vraiment la compréhension des problèmes développementaux que pose le X fragile. Encore un exemple, il y a d'autres mutations chez les enfants autistes, des neurones en gène TBR1, qui ont été rapportés à plusieurs fois, Et bon, TBR1, c'est un gène qui est très bien connu des neurobiologistes, un facteur de transcription, qui est impliqué dans la différenciation de la préplaque en plaque au niveau de la couche 6. Et ils ont pu mimer et reproduire ces mutations dans les modèles souris et montrer effectivement que les modèles murins porteurs de mutations identiques aux mutations humaines, effectivement, aboutissaient à une délocalisation des couches profondes du cerveau et que finalement, on a pu récapituler ce qui n'est pas possible chez l'enfant, c'est les processus par lesquels la souris est devenue autiste. Je voudrais sauter ces exemples parce que je voudrais arriver finalement à ma dernier exemple, qui est la cause environnementale, et enfin, quelques liens progressifs. Il y a un modèle qui est très spectaculaire de trouble d'envahissement du développement, c'est celui de la dépakine. Ça fait partie des choses qu'il faut demander aux mamans. Est-ce que vous avez pris la dépakine? Parce que ça, c'est vraiment un modèle épigénétique d'autisme. On parle beaucoup d'épigénétique dans l'autisme, mais on en parle beaucoup, mais vous savez, nous, tant qu'on ne nous donne pas des preuves expérimentales, c'est du baratin. Tout ce qui n'est pas testable expérimentalement, c'est du baratin. Donc bien, vous compreniez quelle est la psychologie des scientifiques, c'est que tant qu'on n'est pas capable de tester une hypothèse, et de la confirmer ou de l'affirmer, c'est du baratin. Donc là, on est dans une situation qui est testable, c'est-à-dire qu'on a donné des valproates à des soubresauts, et parce qu'on sait que 8 à 9% des enfants exposés à la dépakine développent un ensemble autistique avec un retard de 40% des cas. Et effectivement,
effectivement, quand on a exposé les souris à la dépakine dans notre terrain, ça aboutit à des troubles des interactions, à des stéréotypies, à des comportements répétitifs, qui sont ceux exactement des modèles des maladies humaines. Donc c'est très important de le montrer et de le prouver. Voilà, juste un exemple expérimental. À gauche, vous voyez le cortex d'un sujet normal, et ici, vous voyez le cortex d'un sujet d'une sourisseau qui a été exposé à la dépakine. Vous voyez bien le déplacement manifeste des couches supérieures du cerveau qui n'ont pas migré. La migration a été impossible due à l'exposition au toxique. Ce qui me permet de vous initier à la dernière chose que je voulais vous dire avant la conclusion, c'est le poids que va peser dans l'avenir les hypothèses épigénétiques. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que l'épigénétique? Le génome, c'est tout ce brin d'ADN sur lequel j'ai trouvé des mutations ou pas tout à l'heure. C'est de l'ADN qui est en double hélice. Et autour de cet ADN, il y a ce qu'on appelle des histones. Exactement, l'ADN est entouré, enroulé sur des protéines histones, qui sont des polymères, et qui permettent, selon la configuration de ces histones, de donner à l'ADN une configuration de type ouvert ou fermé. C'est-à-dire qu'une modification épigénétique peut ouvrir ou fermer un gène, permettre ou interdire son expression, exactement comme une mutation peut invalider un gène. Donc vous voyez où je veux en venir, on est en train d'approcher d'une représentation extrêmement intéressante pour vous, c'est que des modifications épigénétiques, qu'elles soient médicamenteuses ou psychodynamiques, je finirai là-dedans, peut parfaitement impacter l'expression des gènes. Non pas de manière structurale, non pas par des mutations, on a parlé des mutations, non pas par des problèmes de structure, mais des problèmes d'expression, de fonctionnalité des gènes. Au fond, qu'un gène soit verrouillé par la chromatine, par un phénomène épigénétique, ou qu'il soit muté, ça peut parfaitement arriver au même résultat. Est-ce que vous voyez bien ce que c'est? Très important. Parce que toutes les théories épigénétiques qu'on entend là présupposent qu'on ait un peu compris de quoi il s'agit. Et surtout, ça suppose qu'on puisse le tester. Donc c'est sûr que c'est très intéressant de travailler avec vous sur la part épigénétique des syndromes autistiques. C'est passionnant. Mais à la fin de la journée, il faudra quand même tester ces hypothèses. Et c'est là qu'il va falloir être extrêmement ingénieux pour arriver à tester, confirmer ou rejeter les hypothèses épigénétiques, comme ça a été fait pour le 23. Je vais conclure en 3 dias. Ces 3 dias qui sont très importantes pour moi, parce que j'ai essayé finalement de résumer et 40 minutes d'exposé et 20 ans de travail. Vous reconnaissez que c'est un défi qui est pas facile. De résumer 20 ans de travail en 3 dias. D'abord, de là où je parle, je n'ai pas une position idéologique ni inductive, c'est uniquement déduit d'une pratique. Donc je n'ai pas de théorie a priori. Je n'ai fait aucune hypothèse a priori. J'ai un raisonnement du type déductif et pas inductif. De mon point de vue, et là où je parle, le trouble en relation développement n'est pas un symptôme, est un symptôme, par contre ce n'est pas une maladie. On ne parle pas d'une maladie, mais d'un symptôme. On n'a pas trouvé un gène de l'autisme, il y a un certain nombre de gènes et d'anomalies chromosomiques, pour faire la CGHRL, qui peuvent concourir à un syndrome autistique. Quand on mobilise les forces pour le faire, et je reconnais que c'est un effort considérable, quand on mobilise les forces pour chercher cette hypothèse, on trouve dans 25 à 40% des cas, dans une cohorte d'enfants dans les hôpitaux de jour, pas dans les consultations hospitalières de première ligne, où il y a effectivement un grand nombre d'enfants qui vont évoluer favorablement. Dans ces cohortes d'enfants vus en hôpitaux de jour et IME, l'efficience diagnostique organique est de l'ordre de 25 à 40%. C'est surtout dans les formes syndromiques et déficitaires. Et là, je vous engage vivement, dès que vos enfants ont une forme syndromique et déficitaire, à les envoyer au moins une fois, voire un neuropédiatre ou un généticien. Je suis frappé de l'essor des connaissances dû à l'essor des technologies, IRF, immigration génomique coopérative, et maintenant séquençage à haut débit en clinique. Et donc c'est vous dire l'impact des nouvelles technologies sur notre capacité